Madame, Monsieur, je vous retrouve ce soir une fois encore au rendez-vous de l'information. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Au sommaire de cette édition, le tribunal de Cotonou a rendu son jugement aujourd'hui dans l'affaire de décès de 4 patients au CNHU Hubert Kotoko Maga après une coupure d'électricité. Nous en parlerons dans ce journal. La 8e législature, vous le savez, cédera place à la 9e dans quelques semaines. Que peut-on retenir du bilan de cette législature qui s'achève? Élément de réponse dans ce journal. En France, Jean Castex a pris hier ses fonctions de PDG de la RATP, Région autonome de transport parisien. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bonsoir à toutes et à tous. Le tribunal de Cotonou a rendu son jugement aujourd'hui dans l'affaire de décès de 4 patients au CNHU après une coupure d'électricité. Selon le délibéré du juge président du CEAN, le chef division électricité du CNHU et son collaborateurs écopent chacun de 2 ans d'emprisonnement ferme et 200 000 francs d'amende ferme à verser. Les deux ont été jugés, rappelons-le, pour des peines de négligence et homicide involontaire. Et puis, donc, nous poursuivons ce journal et je vous l'annonçais en titre, dans quelques semaines, la 8e législature cédera bien sûr place à la 9e, dont les députés seront élus le 8 janvier prochain. Mais que peut-on alors retenir du bilan de cette 8e législature? Suivons dans ce élément les analyses de nos confrères analystes politiques. Élus et installés dans un contexte politique délicat en 2019, les députés de la 8e législature égrènent leur dernière semaine à l'Assemblée nationale. En termes de bilan, des journalistes analystes politiques sont unanimes sur leur record en termes de vote de loi. La 8e législature est partie dans un contexte politique très critique. Il se fait que, au terme des législatives de 2019, il n'avait que 2 partis politiques qui ont été représentés. Il s'agit de l'Union progressiste et du Bloc républicain. 2 partis jugés proches du président de la République. Et il n'en fallait pas plus que les critiques politiques et les opposants qualifient la 8e législature de monocolore, du moins de législature au service du président Patrice Talon. Mais à voir de près, quelle que soit la légitimité ou la légalité contestée à cette législature, au bout de 4 ans, elle a fait ce qu'une législature doit faire. Elle a voté des textes de loi et même des textes audacieux. Cette législature a travaillé à la diplomatie parlementaire dans les parlements francophones, ouest africains et autres. Sur le plan du vote de loi, et cette législature a été très féconde. Cette législature a été depuis 1991 tout au moins, si je ne me trompe pas, la première législature à avoir voté autant de lois. Et à ce niveau, je dis bravo parce que le premier rôle d'une assemblée générale, d'un parlement, c'est de voter des lois qui doivent être appliquées par le pouvoir exécutif pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Alors, une chose est de voter des lois, une chose est de savoir si ces lois ont été efficaces et si elles ont pu apporter un plus à l'amélioration de notre démocratie, mais à l'amélioration aussi des conditions de vie des populations. Mais sur le premier principe de vote de loi, je pense que cette législature a fait un travail formidable en votant autant de lois, dans presque tous les domaines. Par contre, en termes de contrôle de l'action du gouvernement, les attentes n'ont pas été comblées. Ce qui pourrait manquer aux yeux des critiques, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. L'appréciation de chaque législature dépend de celui qui l'a gérée. La 8e législature a été gérée par Louis Vlavonou. C'est vrai, c'est pour la première fois qu'il fait cette expérience. Il a fait comme il a pu, avec des critiques aussi, mais on ne peut pas le comparer à d'autres. Chacun, par sa formation de base, imprime une marque particulière au Parlement.
Vous prenez par exemple Maître Adrien Moumbedji, qui a dirigé 3 fois le Parlement. Eh bien, c'est du juridisme pur. Il y a Bruno Amoussou, ça c'est un politique pur, qui a dirigé la 2e législature. Vous avez Iji Kola Olé, qui a dirigé la 4e législature avec un manteau de diplomate. Et je n'oublierai pas le professeur Mathurin Kofi Inago, qui aussi a imprimé sa marque au Parlement. C'est un enseignant d'université, donc il est allé de toutes les diplomaties pour réussir. Et donc, l'un dans l'autre, la route parlementaire continue au Bénin et nous serons très heureux de constater des parlementaires qui vont travailler davantage à la productivité institutionnelle. Il n'y a pas de démocratie sans parlement et il n'y a pas de parlement sans démocratie. Quoi qu'on dise, chacun de nous, citoyens politiques, nous avons intérêt que l'aventure parlementaire continue et nous ouvrons les portes de la 9e législature, que ceux-là qui vont y siéger comprennent les enjeux politiques en cours, ils travaillent pour et contribuent à rehausser l'expertise parlementaire au Bénin. Dans la Constitution, la 2e responsabilité qui est confiée au Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et comment contrôle-t-elle l'action du gouvernement? Par le biais des questions écrites orales et par le biais des commissions parlementaires. À ce niveau, si on évalue les statistiques, d'abord il y a eu pendant ces 4 ans aucune commission parlementaire. Et sur les questions écrites ou les questions orales, il y a eu très peu de questions écrites et questions orales. Et dans la plupart des cas, c'est les députés eux-mêmes l'ont déploré, le gouvernement ne se hâte pas pour aller répondre aux questions. Et donc, on a constaté que c'est un Parlement qui a voté beaucoup de lois, mais qui n'a pas pu réellement contrôler l'action du gouvernement. Et c'est une très grosse faiblesse. Rappelons que cette mandature est composée de 83 députés, alors que la prochaine... Retour à présent sur la célébration des 10 ans d'existence de Lions Club à Abomey-Calavi, la Colombe. À cette occasion, un cachet particulier a été donné à cette célébration à travers une soirée de gala organisée dans une salle des fêtes à Godomé. Suivez le compte-rendu de Carole Olaï. 3 événements en un pour les membres de Lions Club à Abomey-Calavi, la Colombe. Au détour de la commémoration de leur 10e anniversaire d'existence, ils ont accueilli de nouveaux adhérents et procédé à la levée de fonds pour de nombreuses actions caritatives. Une soirée de gala qui a réuni présidents de zone, anciens gouverneurs. Ces derniers ont rappelé le bien fondé de l'organisation tout en saluant les efforts des membres qui continuent de faire honneur à leur engagement. L'effectif du club à Abomey-Calavi la Colombe a connu un accroissement dans le temps et a atteint 45 membres jusqu'en 2019, avant de connaître une décroissance jusqu'à 23 au 30 juin 2022. Des départs ont été donc enregistrés et des nettoyages ont été opérés au cours des mandats passés afin de redynamiser le club. À l'image du symbolisme du chiffre 10, qui est le chiffre de l'accomplissement et du retour à l'unité. Ce retour à l'unité permettre à notre club à Abomey-Calavi la Colombe de reconquérir, voire au-delà, sa place de leader. Adhérer à Lions Club à Abomey-Calavi la Colombe après de nombreux mois de formation pour remplir toutes les conditions d'adhésion, c'est être brave et endurant. Engagement des postulants, récitation du credo, port de pins, remise des attributs ont consacré l'adhésion de ces 3 nouveaux membres. Nous ne ménagerons pas les efforts pour accomplir les tâches que vous allez nous confier autant que possible pour jouer notre partition, jouer notre rôle. À vous, chers parrains, et également au nouveau Lion, à qui je souhaite une bonne carrière.
Ils auront donc apporté haut le flambeau de Lions Club International en continuant à relever les nombreux défis qui s'imposeront à eux. Remise de présents et coupures de gâteaux ont été les autres temps forts de cette soirée de gala. Je vous l'annonçais en titre, en France, Jean Castex a pris hier ses fonctions de PDG de la RATP, entendez Région Autonome de Transport Parisien. L'occasion pour quelques 400 salariés grévistes de se rassembler au siège de l'entreprise. Ils demandent à être reçus par l'ancien Premier ministre. Explication. Une prise de fonction chahutée pour Jean Castex. À peine arrivé, l'ancien locataire de l'hôtel Matignon doit faire face à la grogne des salariés de la Régie autonome des transports parisiens. La grande majorité sont conducteurs de bus, de métro, de RER ou encore techniciens et agents de maintenance. Tous demandent des augmentations de salaire de l'ordre de 300 € et dénoncent des conditions de travail devenues difficiles. Il faut qu'on considère davantage les employés, les salariés, parce que derrière les trains, tous les jours, il y a des gens qui travaillent dans la galère, qui travaillent dans la poussière, dans les huiles, dans la graisse. Et ça, c'est vraiment pas des métiers faciles. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de ces gens-là. Et c'est inquiétant pour l'avenir des transports en Ile-de-France également. Donc c'est pas que une volonté pour nous financière, mais c'est aussi une volonté de montrer que voilà, il y a beaucoup de soucis dans les transports en Ile-de-France. Son mandat doit marquer un changement total de politique dans la direction de l'entreprise. Depuis plus de 20 ans, les salariés de la RATP payent quotidiennement la privatisation progressive de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous voyons bien que nous sommes à la limite du supportable. Nous le voyons, nous, au quotidien, dans la désorganisation de notre entreprise. Et les voyageurs le vivent au quotidien dans leurs déplacements. Démarré le 18 octobre dernier, le mouvement de grève a désormais gagné une quinzaine d'ateliers sur les 25 que compte la RATP. Les 3000 agents qui y travaillent ont des rémunérations qui figurent parmi les plus basses de l'entreprise. Les nouvelles recrues toucheraient à peine le SMIC selon un délégué syndical CGT. Peu avant son entrée en fonction, l'ex-premier ministre a lui fait part de son enthousiasme sur Twitter. J'ai l'immense honneur de prendre mes fonctions de PDG du groupe RATP. Je consacrerai toute mon énergie à répondre aux défis qui nous attendent. Ma priorité sera d'améliorer l'offre et la qualité du service par une mobilisation de toutes les compétences et ressources de l'entreprise. Jean Castex entend se reconcentrer sur ce qui est, selon lui, le cœur de métier de la RATP. Présence humaine au contact des voyageurs, ponctualité, propreté, sécurité ou encore lutte contre la fraude sont annoncés comme autant d'axes de sa future politique. Et pour bien commencer, le nouveau PDG a promis d'ouvrir des négociations salariales d'ici à la fin de l'année. Jean Castex succède à Catherine Guillouard qui avait démissionné fin septembre pour des raisons personnelles. Elle avait elle-même succédé à une certaine Elisabeth Borne en 2017. Sur la ligne de front, près de la République populaire de Lougansk, le quotidien des soldats est rude. L'un des correspondants de RT France a rencontré certains. Regardez ce reportage. La situation ici, le long de la ligne de front de la RPL, à la frontière avec la région de Kharkov, est stable et violente, car les militaires ukrainiens, les nationalistes et, dans bien des secteurs ici, des mercenaires étrangers attaquent. Ces derniers mois, ils n'ont fait qu'intensifier leurs efforts pour trouver un maillon faible dans la défense russe. Les militaires russes disent que ce que font ici les Ukrainiens, c'est essayer de défoncer un mur de briques avec leur tête, sans se soucier des pertes militaires qu'ils subissent. Certains des combattants stationnant ici, avec qui nous sommes en contact, ont partagé avec nous une vidéo filmée dans une localité dont on ne révèle pas le nom pour des raisons de sécurité, où les forces ukrainiennes ont lancé une offensive.
Les soldats et les commandants d'ici nous ont raconté également que l'armée ukrainienne subissait des pertes énormes. C'est bien le mot qu'ils ont employé pour décrire la situation. Il s'agit de morts et de blessés. Les combats les plus violents se déroulent à Artyomovsk, connu aussi comme Bakhmut en ukrainien. Le président Zelensky l'a qualifié d'enfer sur terre. Les forces russes qui ont lancé une offensive sur cette ville étaient composées entièrement de combattants du groupe militaire Wagner. Notre objectif, ce n'est pas la ville de Bakhmut même, mais la destruction de l'armée ukrainienne et la réduction de son potentiel, ce qui a également un effet positif sur la situation dans d'autres secteurs de première ligne. Les journalistes affirment que l'hôpital de Bakhmut reçoit chaque jour des centaines de soldats ukrainiens blessés, des centaines par jour, et ce ne sont que les blessés. Et pendant ce temps, la perspective d'une contre-offensive russe massive se profile. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, vous le savez, YouTube, Facebook et Twitter, et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Merci à toutes et à tous et bonsoir.